L'éducation est en pleine transformation dans le monde. L'instruction comme levier de l'éducation, voilà la thématique qui nous amène aujourd'hui vers un acteur du secteur éducatif, le professeur Baba Mwananteba, que je dis bonjour. Bonjour, madame. Alors, professeur, d'abord, entre ces deux mots, éducation et instruction, est-ce que le deux marche-t-il toujours de pair ou encore il peut y avoir éducation sans instruction ou encore l'instruction sans éducation? Avant de commencer, d'abord je tiens à vous remercier pour votre visite, mais j'aimerais quand même lever une sorte d'équivoque pour dire que Oui. je préfère que vous m'appeliez Monsieur Baba Mwananteba plutôt que professeur, parce que professeur a un contenu assez compliqué. D'accord. Donc je préfère qu'on se limite à Monsieur Baba Mwananteba. Voilà. Éducation. En fait, pour moi, l'éducation, c'est un peu la mise en œuvre des moyens devant permettre d'assurer une certaine formation, le développement d'un être humain. D'accord. Et c'est important parce que l'être humain est appelé à s'épanouir. Et pour ce faire, il faut un encadrement, il faut un accompagnement qui passe évidemment par une certaine instruction. Voilà. Donc, les deux sont du coup Les deux doivent vont toujours de pair. marcher de pair. Il n'y a pas d'éducation sans instruction. Il n'y a pas d'éducation sans instruction. L'instruction, c'est la voie obligée pour pouvoir accomplir tout ce qu'on peut faire dans le cadre d'une éducation. Et l'instruction, ça peut se faire à l'école. Ça peut se faire aussi dans un environnement qui n'est pas forcément l'école, la famille et là où partout où l'on vit. Selon vous, est-ce que l'école doit se charger entièrement d'éducation des enfants ou encore se contenter seulement de l'instruction, de l'enseignement des savoirs? Non, en matière d'éducation, il y a des espaces de responsabilité. Il y a des prérogatives, des responsabilités qui incombent à l'école. Oui. Mais il y a aussi des responsabilités, des prérogatives qui incombent à d'autres organisations, à d'autres structures, par la famille, l'État, ainsi de suite. L'État a une part, l'école a une part, effectivement, mais les autres acteurs aussi, ils ont leur part dans l'éducation. On ne peut pas se limiter seulement à l'éducation qu'on reçoit au niveau de l'école. D'accord. Certains parents considèrent que l'instruction va trop loin quand elle s'immisce un peu sur le terrain de la morale ou encore de la sexualité. Qu'en dites-vous? Non, l'éducation, c'est il faut prendre l'éducation, l'instruction dans un contenu, de manière holistique dans leur ensemble. On ne peut pas réduire des espaces d'éducation pour dire que voilà, c'est sexualité, il faut à la famille et tout. Réserver à la famille, les autres aspects réservés à l'école. Non, c'est un tout. Nous, quand on est passé par l'école primaire, maternelle, primaire et secondaire, on a eu des cours d'éducation civique, on a eu des cours de religion, on a eu des cours de morale. Donc c'est pour dire que, parce qu'on a estimé que c'était important, ça accompagnait les autres connaissances techniques. Depuis 2000, la Finlande a conservé le titre officieux du meilleur système éducatif du monde. Et selon le top 10 des systèmes éducatifs dans le monde 2021, la Finlande, bien sûr, est en premier lieu. Et vient ensuite la Corée du Sud, le Danemark, le Hong Kong, au Royaume-Uni, l'Israël, la Suède, les États-Unis, Norvège et puis les Singapour. Tout ça pour dire qu'aucun pays d'Afrique figure. Quelle est votre lecture face à cela? Oui, c'est normal, tout est lié au niveau de développement atteint par un pays. Parce que l'éducation suppose des moyens. L'éducation suppose des revenus qui permettent à ce que l'État, la famille et tout l'environnement aient des leviers devant permettre d'assurer une bonne éducation. Et lorsque le niveau du PIB, lorsque le niveau de revenus ne suit pas, on aura difficile à affecter des ressources pour pouvoir organiser le système éducatif. Et quand vous citez la Finlande c'est un pays
au revenu. Le PIB, le revenu national par tête d'habitant d'un Finlandais, il est excessivement élevé par rapport à celui d'un Congolais. C'est ça, ce qui fait que voilà, le niveau de vie n'est pas le même. Et lorsque le niveau de vie permet d'accéder à certains besoins, il est tout à fait normal qu'on ait un niveau d'éducation plus élevé parce qu'on a des revenus et qui peuvent être affectés pour pouvoir organiser le système éducatif et prendre en charge toutes les charges inhérentes à l'éducation parce que l'éducation coûte très cher. Ok. L'éducation est notre meilleur outil pour améliorer le monde. Pensez-vous qu'il est indispensable que la République démocratique du Congo actualise son système éducatif? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles réalités, il y a de nouvelles préoccupations. Je peux prendre un exemple, le réchauffement climatique. Je peux prendre un exemple, tout ce qu'il y a comme discussion autour des moyens pour pouvoir mettre un terme ou bien assouplir tout ce qui a comme impact négatif par rapport à la pandémie liée à la Covid, par rapport à tout ce qu'il y a comme épidémie à travers le monde. Et toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et tout cela nécessite des nouvelles formations, des nouvelles options de formation. On ne peut pas rester dans la logique d'une formation, d'une éducation telle qu'elle était conçue il y a 10 ans, il y a 20 ans. D'accord. De toute façon, l'homme lui-même, c'est un être dynamique qui change, dont les besoins changent, dont l'appréhension, la compréhension des choses change voilà. Avec l'environnement, avec les contraintes liées effectivement à la mondialisation et tout le reste. Par conséquent, il faut adapter. Il faut un système éducatif qui est en phase avec les conditions de les vie temps actuels de l'homme. Donc, alors, autre question. La RDC ne cache pas sa volonté, celle de reprendre en main ces pans importants de l'éducation, de son éducation. Quel est le premier pas à franchir pour enfin arriver à une transformation? Il faut un budget. Okay. Il faut un budget parce qu'on peut donner des idées, on peut émettre des avis, on peut élaborer de plans, de programmes, de réforme du système éducatif, mais si les moyens ne suivent pas, ça risque de rester lettre morte dans les tiroirs. Il faut un budget conséquent affecté à l'éducation, comme cela se fait dans d'autres pays. Vous avez cité la Finlande. Aujourd'hui, quelle est la part du budget réservée au système éducatif? Tant que la part sera faible, ça signifie qu'on ne donnera pas des moyens au système ou bien à ceux qui, aux acteurs du système de pouvoir faire correctement leur travail. D'accord. Et là, je ne parle même pas de rémunération des enseignants et tous les autres formateurs. Donc tout cela est lié au budget. Au budget, voilà. Quelles sont les défaillances de l'éducation nationale en République démocratique du Congo? La défaillance est liée un peu, c'est un peu choquant, mais un peu à... Mais il faut les dire. Je crois qu'à la démission de l'État. L'État a démissionné. Les privés ont essayé de récupérer, mais malheureusement, on le fait avec quelle fin, quel objectif, et beaucoup plus le lucre. Et quand il y a le lucre, l'élitisme, la qualité souvent perd sa place au détriment de la quantité qui permet de générer des revenus. Et en ce moment-là, le système lui-même, il en souffre. Donc l'État a quelque peu démissionné. Vous pouvez nous citer 5 indicateurs clés qui pourront faire de notre système éducatif un système taillé sur mesure? Taillé sur mesure, c'est-à-dire? Un bon système éducatif. Oui, un bon système, il y a ce qu'il y a comme intrant, ce qu'il y a comme input, ce qu'il y a comme variables qui sont prises en compte. Et de l'autre côté, il y a le résultat que l'on cherche à obtenir. Qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut que les gens aient la formation, on veut que tout le monde ait une certaine formation pour dire que voilà, on a été à l'école, on a formé autant, ou bien on privilégie la qualité de personnes qui sortent de ce système.
Que doit faire la RDC? Options. La RDC doit... Nous, aujourd'hui, évidemment, nous privilégions la quantité, le nombre des gens formés, mais on doit privilégier la qualité de ceux qui sont formés et ce que la nation, ce que la société attend de ces personnes. De ces personnes-là. Voilà. Parce que si on forme les gens en bloc, mais ils ont des niveaux de formation, ils ont des formations qui ne sont pas en adéquation avec les besoins de la vie, ça ne sert à rien. Ok. Vous formez un épistémologue, n'est-ce pas? Et il introduit une demande d'emploi dans une société brassicole. Alors, quelque part, on va se dire, voilà, on l'utilise comment? Comment l'utiliser? Quelqu'un qui a fait, ce n'est pas pour négliger les formations, mais je explique, quelqu'un qui a fait la coupe et couture, vous lui demandez, il fait une demande de travail pour travailler, par exemple, chez Gécamine. Évidemment, peut-être que s'il y a une branche qui a en charge la confection des tenues, peut-être, mais quelque part, les deux ne vont pas de pair. Voilà. C'est tout ce réglage-là qu'on doit faire. Qu'on sache effectivement qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les valeurs qui nous intéressent par rapport aux besoins réels de la société. Sinon, on nous pompe des gens et vous en avez en quantité, mais qui finalement ne sont pas utilisés parce que les métiers qui existent ne vont pas de pair avec les éléments obtenus dans la formation. Aujourd'hui, c'est le même refrain qui revient souvent. Là, je parle de détournement des deniers publics. Pensez-vous que c'est notre nature ou encore notre éducation qui joue plus sur ce que nous sommes? Les deux. Et d'autres éléments. Quand l'enfant pleure, quelle est la réaction de la maman? On lui donne un bonbon. Pourquoi? Que l'enfant cesse de pleurer. Mais parfois, on ne sait même pas pourquoi il a pleuré. Et quand on donne un bonbon, c'est déjà un petit réflexe qui peut amener aussi à certains comportements dans la suite. Donc, je voulais dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte. Évidemment, comment est-ce que nous-mêmes nous encadrons nos enfants dans nos familles et comment est-ce que l'État le récupère dans la société, comment est-ce qu'ils évoluent dans les écoles et la façon d'organiser le test de recrutement, les examens pour passer d'une classe à une autre. Tout cela, si l'organisation par rapport à tout cela laisse quelques zones par lesquelles peuvent passer toutes sortes d'antivaleurs. Et au finish, on a des résultats qui sont impactés négativement par ces accès incontrôlés d'antivaleurs dans le fonctionnement global de... Voilà. Ok. Nous pouvons savoir aussi votre pensée par rapport à la discrimination de filles à l'école qui existe toujours dans certaines contrées, en Afrique surtout. Vous réagissez comment? Quelle est votre lecture? Je ne suis pas sûr, parce que hier, j'ai assisté à une cérémonie c'est avant-hier, à une cérémonie de proclamation de résultats. D'accord. Dans une école ici, parce que ma fille étudie. Mais j'ai été surpris parce que dans la plupart de classes des finalistes, d'abord la majorité ce sont des filles, et ensuite même le résultat, c'est des filles qui ont pu obtenir les meilleures cotes. Alors si on ne peut pas de discrimination, je ne sais pas à quel niveau. Là c'est quelque chose de vécu. Alors, je pense qu'on a évolué par rapport à ça. Moi, dans ma conception des choses, je me dis que ce qui est important, c'est ce que chaque être, peu importe
ce sexe apporte dans la société. Et donc la valeur ajoutée, peu importe. Et si la femme peut apporter plus qu'un homme, elle doit être utilisée conséquemment. Et si c'est l'homme, pareil. Mais les proportions, tout cela, genre, moi je trouve que c'est des débats qui font perdre. Qui n'ont pas lieu. Qui n'ont pas lieu. Il faut privilégier la qualité, il faut privilégier effectivement ce qu'on met dans un modèle comme variable, peu importe le sexe. Voilà, nous sommes en train de chuter. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Cette phrase vient de Victor Hugo. Qu'est-ce que vous en dites? L'éducation, c'est la famille qui la donne et l'instruction, c'est l'État qui la doit. Oui, mais je pense qu'il faut quand même nuancer, parce que l'éducation, on l'obtient partout. Il y a ce qu'on appelle l'éducation diffuse, que l'on la ramasse dans la rue. Okay. Il y a l'éducation qui est donnée à la famille. Je pense que la société elle-même, à tous les niveaux, il y a des interventions de tout le monde. La famille, l'école, l'État, l'environnement dans lequel on vit. Tout cela concourt à l'éducation, tout cela impacte positivement ou négativement sur l'éducation de la personne. Et dans l'instruction vient de l'organisation du système éducatif, les écoles et tout le reste. Et là aussi, il faut faire la part des choses. C'est ça. Je pense que tout le monde a quelque chose à mettre dans la pâte de façon à contribuer positivement à l'amélioration de l'organisation du système éducatif. Bon, nous avons fini. Nous prenons d'abord ces divers. Je vais lire. Voici un petit exercice d'imagination. Sophie a 2 ans. Elle entrera à l'école à 3 ans en 2022 et elle sortira du système scolaire en 2036. Après le lycée, elle entrera à l'université. Alors, au total, elle devrait entrer sur le marché du travail en 2040. Alors, quel est le principal enseignement qui doit être dispensé à Sophie? Parce qu'aujourd'hui, l'enfant entre à l'école, on lui dispense, comment je peux dire, il trouve un système ou encore des leçons qui sont datées, mais cet enfant doit sortir du marché en 2040. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt lui instruire, une instruction dont elle fera face en 2040 au lieu de l'instruire plutôt d'une instruction qui est empirique? Non, dans la vie de la personne, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. On doit tenir compte du passé, parce que le passé nous donne cette expérience. Le passé nous donne ce qui a été fait de bon, ce qui a été fait de pas très bien. Et ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre d'asseoir nos conditions du présent. Le présent. Et le présent. Et quand nous gérons le présent, on ne doit pas rester figé dans le présent. Carpe diemista, c'est-à-dire c'est le présent. Donc il faut se projeter aussi à l'avenir. N'est-ce pas? Oui. Donc par conséquent, on doit avoir des informations sur la manière dont la société a fonctionné hier et avant-hier, pour pouvoir comprendre comment il fonctionne aujourd'hui, parce que le fonctionnement d'aujourd'hui est lié aussi à ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Voilà. Et aussi aujourd'hui prépare demain. Donc par conséquent, il faut une bonne coordination de ce qui a été fait hier, de ce qui se fait demain par rapport à ce qui se fera. Non, ce qui se fait aujourd'hui, pardon, par rapport à ce qui se fera demain. On ne doit pas minimiser une période donnée de temps par rapport à une éducation. N'est-ce pas? Parce que la maman va dire, va encadrer le bébé d'une certaine façon au regard de son expérience en tant que maman. Et le bébé va commencer à acquérir des connaissances et par rapport à ce que lui dit maman, par rapport à ce qu'il voit dans la société. Et quand il entre à l'école, il est en contact avec d'autres réalités. Mais ces réalités-là, pour le comprendre, l'enfant tient compte de ce qu'on lui dit à la maison, de ce qu'il a vu à la maison. Donc, il intègre ça dans sa compréhension, dans le domaine de compréhension. Et par la suite,
Et il s'épanouit au fur et à mesure. Et son épanouissement tient compte des informations reçues par rapport au passé, des informations du présent, et il va se projeter dans le futur parce qu'il voit que papa, il a un papa qui a des enfants, papa qui travaille, il a des soeurs, il a des frères, et puis il vit dans une communauté, et il voit des gens, il voit des médecins, il voit de militaires, de policiers, il voit tout ça. C'est tous ces éléments-là, c'est cet ensemble d'informations, tout ce package-là qui va être pris en compte par l'enfant. Et la gestion de cette compréhension-là va faire de lui une personnalité utile à la société ou une personnalité désagréable ou nuisible à la société. Donc il faut un encadrement de tout ça, il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Sinon, ça peut être compliqué. Voilà, c'était un entretien de réflexion. J'espère que vous avez bien aimé. J'avais en face de moi Monsieur Baba Mwananteba, acteur du secteur éducatif, à qui je remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie et tout le plaisir a été pour moi de passer ce petit moment avec vous. Et je suis disposé, s'il y a une autre occasion, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. J'espère que j'ai pu répondre à vos préoccupations avec satisfaction. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci bien. C'était là une thématique pertinente avec des questions importantes, avec une invitée de taille, dont Impact. Merci, au revoir, à la prochaine.